Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce matériel électrique qui est le contacteur. En premier temps, je vais vous faire une petite théorie schématique. Ensuite, je vous montrerai comment cela fonctionne réellement. Pour mes abonnés, si vous ne connaissez pas ce matériel, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin et revoir la vidéo s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Pourquoi je vous dis cela? Car très prochainement, il y aura une vidéo où ce contacteur sera présent. Je tiens à préciser que je ne me substitue pas à un professeur. Donc il y a des choses que je ne connais pas et c'est pour cette raison que je vous invite à laisser un commentaire pour pouvoir discuter le retour d'expérience de chacun. Comme d'habitude, ici je vous ai fait un petit schéma. Si on regarde de plus près le schéma, vous constatez que je l'ai séparé en deux parties. C'est-à-dire côté gauche la partie puissance, côté droit la partie commande. Comment j'alimente cette partie puissance? Pour la partie puissance, il existe plusieurs façons de l'alimenter. Le plus fréquent en France par exemple, c'est en triphasé 400 volts ou monophasé 230 volts. Vous pouvez trouver aussi du tri 230 volts, une tension 48 volts, 110 volts, 24 volts, etc. La protection du contacteur dépendra aussi de l'installation que vous voulez en faire. Pour un moteur par exemple, vous pouvez utiliser un disjoncteur moteur ou un disjoncteur magnétothermique en 400 volts ou 230 volts selon le moteur. Si vous avez un moteur monophasé, vous pouvez utiliser une partie de la connexion qui est sur le contacteur. Dans notre exemple qui est ici, je vais utiliser un disjoncteur moteur pour la protection de mon contacteur et l'équipement qui sera en aval de mon contacteur. Imaginons que mon installation est en monophasé, donc mon contacteur sera en monophasé. À la sortie de mon disjoncteur moteur, j'alimente directement mon contacteur. Pour le câblage en monophasé, en principe, il existe plusieurs façons de le câbler. Ici, je vous ai fait le schéma le plus simple pour ne pas vous embrouiller. Comme je l'ai dit précédemment, pour le disjoncteur de protection, je ne suis pas obligé d'utiliser un disjoncteur moteur. À la place du disjoncteur moteur, j'aurais pu mettre un disjoncteur bipolaire ou un disjoncteur un pôle plus neutre. Ce choix-là dépendra de votre équipement. Maintenant que nous avons vu comment alimenter un contacteur, il faut mettre un équipement. Pour l'instant, je suis que sur ma partie puissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut alimenter comme équipement à partir d'un contacteur? À vrai dire, tous les équipements que vous voulez commander à distance ou en local. Les possibilités sont infinies avec ce genre de matériel. Vous pouvez alimenter un moteur, porte de garage, des lampadaires extérieurs, la VMC. Vous pouvez aussi faire fonctionner un moteur triphasé en marche avant, marche arrière, etc. Dans notre exemple qui est ici, je vais juste mettre une lampe. Plus tard, je vous ferai un tutoriel avec un moteur où je vous montrerai comment on câble un moteur à un sens de rotation ou à 2 sens de rotation par exemple. Et plein d'autres tutoriels à ce sujet. C'est pour cette raison que ce tutoriel est assez important et je vais prendre le temps pour essayer de vous expliquer le plus simplement possible le fonctionnement. On vient de voir comment on schématise un contacteur jusqu'à l'équipement. Je vais le câbler. Je tiens à préciser que le but de cette installation est de vous montrer comment fonctionne un contacteur. Comme je l'ai toujours dit, sur chaque intervention dans un tableau électrique, je vous conseille fortement de baisser le disjoncteur général abonné. Dans le cas où vous auriez un groupe électrogène, onduleur ou panneau solaire, je vous conseille aussi de les couper et bien faire une vérification d'absence de tension avant de faire une intervention. Si vous avez une autre source de courant à démarrage automatique par exemple, s'il vous plaît, prenez le temps de comprendre l'installation. Car il se peut que cette source de tension s'alimente automatiquement après que vous ayez fait une vérification d'absence de tension. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un électricien qualifié. Je continue. J'alimente mon disjoncteur moteur, le neutre sur 1/L1 et la phase sur 3/L2. À la sortie de mon disjoncteur moteur 2T1 et 4T2, j'alimente mon contacteur sur 1L1 et 3L2 pour la phase. À la sortie de mon contacteur 2T1 et 4T2, j'alimente directement ma lampe. À ce stade, si je mets mon disjoncteur moteur à 1, vous constatez que ma lampe n'est pas allumée, ce qui est tout à fait normal car mon contacteur est encore à 0. Il attend l'ordre de l'enclenchement. Si j'appuie ici par exemple pour forcer mon contacteur, vous constatez que ma lampe s'allume. Ce n'est pas le but de l'opération de rester appuyé sur le contacteur. Avant de voir la partie commande, je vais vous montrer comment choisir un contacteur.
Une petite parenthèse, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Merci à Michael, Patrick, Afid de leur participation. 1000 merci à eux. Je continue. Comment choisir un contacteur? Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des différents types de contacteurs. Hormis la marque, il y a plusieurs critères à prendre en compte, dont 3 particulièrement. Le premier critère, l'intensité absorbée par l'équipement pour définir le choix de l'ampérage du contacteur. Sur mes contacteurs qui sont ici, vous voyez qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres, ce qui est tout à fait normal car plus l'intensité que peut supporter le contacteur est élevée, plus la taille du contacteur sera conséquente en théorie. Pour choisir le contacteur et son intensité, il faut savoir l'intensité absorbée par l'équipement que le contacteur va alimenter. Pour le calcul, il y a 2 façons. Dans le cas d'une résistance où le cos phi est égal à 1 par exemple, puissance égale tension fois intensité en monophasé. En triphasé, puissance égale tension fois intensité fois racine carrée de 3. Pour faciliter les choses, si vous voulez calculer la puissance rapidement pour un réseau 400 volts, puissance égale 692 fois intensité, ce qui me donne intensité égale puissance divisé par 692. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Comment j'ai obtenu ce 692? C'est très simple. Je sais que je suis en 400 volts. Je sais que la racine carrée de 3 fait environ 1,73. Donc, 400 fois 1,73, ce qui me donne 692. Cette application est valable si c'est une charge purement résistive. Dans le cas où vous auriez un moteur, une charge inductive, avec un rendement et un cos phi. On sait que la formule du rendement est puissance utile qui figure sur la plaque signalétique du moteur divisé par la puissance absorbée. Je vais faire un exemple pour que vous puissiez bien comprendre comment on choisit l'intensité d'un contacteur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de triangle des puissances ou la méthode de Bouchereau. Imaginons que j'ai un moteur asynchrone triphasé que je veux câbler en étoile. Les données que j'ai sont puissance nominale 11 kW, soit 11 000 watts. J'ai un cos phi de 0,84. J'ai aussi un rendement de 87%, soit 0,87. Et enfin, une tension de 380 volts. Pour ce moteur, je vais définir l'intensité du contacteur que je veux mettre. Avec ces données, je vais pouvoir calculer l'intensité absorbée par mon moteur. Donc, ici, pour trouver l'intensité absorbée du moteur, je dois appliquer cette formule. Intensité absorbée égale puissance utile divisé par tension fois racine carrée de 3 fois cos phi fois rendement. Ok? Ce qui fait intensité absorbée égale 11 000 watts divisé par 380 fois 1,73 fois 0,84 fois 0,87. 380 qui est ma tension entre phases, 1,73 qui est la racine carrée de 3, 0,84 mon cos phi et 0,87 qui est le rendement du moteur, ce qui me donne une intensité absorbée de 22,89 ampères. Donc, je peux choisir un contacteur AC3 de 25 ampères par exemple. Si je prends cette marque-là, mon contacteur sera un contacteur LC1 D25B7. Ou je peux prendre aussi un contacteur 32 ampères LC1 D32B7. Petite information pour cette marque-là, quand vous voyez un 09, 25, 32, comme ici par exemple, cela signifie que c'est l'intensité que peut supporter le contacteur par pôle. Pour résumer cette partie, pour choisir un contacteur, il faut connaître l'intensité absorbée par le récepteur ou l'équipement. J'ai oublié le B7. Pour cette marque de contacteur, cela signifie que la bobine de mon contacteur sera en 24 volts alternatif. Nous verrons par la suite sur ce côté droit du schéma en ce qui concerne la tension de la bobine qui est très importante. Pour les caractéristiques du contacteur, en général, vous les trouverez sur le côté latéral du contacteur. Le deuxième critère est la catégorie du contacteur. Peut-être que très peu de bricoleurs connaissent ce critère-là, mais il est quand même important de le savoir. Selon la nature de votre équipement, il est important de choisir le contacteur adéquat. Vous avez 4 catégories de contacteurs. AC1, on l'utilise sur des équipements à courant alternatif avec un cos phi supérieur ou égal à 0,95. Exemple, une charge résistive, résistance ou chauffage
distribution, etc. AC2, il est utilisé pour des moteurs à bague avec coupure ou freinage. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails car il y a quelques paramètres à prendre en compte à ce sujet. AC3, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. C'est le plus répandu sur le marché. Il est utilisé pour les moteurs à cage où on peut l'arrêter directement pendant le fonctionnement. Exemple, compresseur, pompe, climatiseur, moteur d'escalator, ascenseur, etc. Une petite information, le contacteur AC3 pour cette marque-là, normalement prend en charge la catégorie AC1. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à regarder directement les spécifications sur le contacteur. Et enfin, AC4, il est utilisé pour des moteurs à cage aussi, mais cette fois-ci avec freinage par contre-courant et marche par à-coups. Le contacteur se ferme sous une pointe de courant qui peut atteindre 7 fois le courant nominal du moteur. On trouve souvent ces genres de contacteurs dans des armoires électriques d'une machine d'imprimerie ou levage par exemple. Pour information, ces catégories, vous les trouvez habituellement sur le côté latéral du contacteur. Comme ici par exemple, vous les trouvez ici. Il y a les autres catégories de contacteurs pour du courant continu, DC1, DC3, DC5 par exemple. Si vous voulez utiliser un contacteur pour du courant continu, je vous conseille de vous référer aux caractéristiques du contacteur. Certains contacteurs peuvent supporter l'utilisation en courant continu et d'autres non. Comme ce contacteur LC1D09 par exemple, peut supporter l'utilisation en courant continu sous certaines conditions. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me demander le tableau pour les caractéristiques. Maintenant, je vais passer sur le côté droit de mon schéma. Si on regarde un peu le schéma qui est ici, il y a plusieurs choses à comprendre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car cette partie-là va définir si vous avez bien compris le fonctionnement d'un contacteur. Je vais d'abord balayer les connexions sur le contacteur pour que vous puissiez visualiser et ensuite, je vais rentrer un peu plus en détail. La bobine du contacteur. L'alimentation de la bobine, vous le trouverez généralement côté droit du contacteur. Comme ici par exemple, A1, A2. Dans la majorité des cas, c'est du côté droit. Par contre, il y a d'autres contacteurs où vous allez le trouver au milieu, en bas ou en haut. Pour différencier l'alimentation de la bobine et du reste des contacts, c'est le A1 et A2 qui sont ici. Dès que vous verrez le A1 et A2, cela signifie que c'est l'alimentation de la bobine du contacteur. Comme sur les contacteurs qui sont ici, par exemple, A1, A2, A1, A2, A1, A2. Par contre, pour celui-là, vous constatez que l'alimentation de la bobine est en dessous et en même temps dessus. Et celui-ci, par exemple, l'alimentation de la bobine, A1, A2 et j'ai aussi un A2 dessous. Après, vous avez aussi les contacts qui sont ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous verrons par la suite leur fonctionnement. Troisième critère, la tension de la bobine du contacteur. J'ai remarqué que beaucoup de personnes mélangent la tension de la bobine d'un contacteur et la tension qui arrive sur la partie puissance du contacteur. Pour faire simple, la tension de la bobine du contacteur ne dépend pas de la tension qui arrive sur la partie puissance du contacteur. Ce sont deux tensions différentes. Par contre, l'enclenchement ou le déclenchement des contacts de puissance dépendra de l'état de la bobine du contacteur. Concernant la tension de la bobine du contacteur, vous pouvez avoir une bobine qui sera alimentée en 24 volts continu, 24 volts alternatif, 48 volts continu ou alternatif 110 volts, 230 volts, 400 volts, etc. Cela dépendra de votre contacteur. Il faut faire très attention à ce point-là. Personnellement, il est préférable de prendre un contacteur avec une bobine 24 volts ou 48 volts au lieu de prendre une bobine 230 volts ou plus. Pourquoi? C'est une question de sécurité. On reste en très basse tension. Dans cette configuration, il faut utiliser un transformateur de sécurité qui est ici. Pour information, en courant alternatif très basse tension, la tension est inférieure ou égale à 50 volts. Et en continu, la tension est inférieure ou égale à 120 volts. Dans le cas où vous mettriez par exemple une bobine 24 volts alternatif alimentée en 230 volts, le contacteur va fonctionner, mais en quelques secondes. Après, cela va cramer la bobine. Comme sur cette marque-là, par exemple, la tension de la bobine figure ici. Comme celui-là, par exemple, la tension de la bobine est de 230 volts alternatif. Et celui-ci, par exemple, la tension de la bobine
est de 110 volts. Petite remarque pour cette marque, comme je l'ai évoqué précédemment, le P7 et le F7 qui sont ici ont une importance. Cela indique quel type de tension a la bobine du contacteur. P7 c'est pour du 230 volts alternatif, M7 c'est pour du 220 volts alternatif, B7 c'est pour du 24 volts alternatif, V7 c'est pour du 400 volts alternatif, F7 pour du 110 volts alternatif, BD c'est pour du 24 volts continu, ED c'est pour du 48 volts continu, FL c'est pour du 110 volts continu. Il y a d'autres tensions comme 220 volts continu, 60 volts, etc. Pour résumer, avant de choisir un contacteur, il faut bien vérifier la puissance du moteur pour déterminer l'intensité absorbée, la catégorie du contacteur en fonction du récepteur et bien vérifier également quelle tension alimente la bobine du contacteur. Sur mon contacteur qui est ici, j'ai alimenté la bobine à partir de ce transformateur de courant 230 volts, 24 volts alternatif. Vous le trouvez ici. J'ai mis aussi un commutateur qui est ici pour pouvoir piloter ma bobine en local. Vous trouvez le commutateur ici. Comme vous le constatez, j'ai mis une protection qui s'appelle Q2 en amont de mon transformateur de sécurité, ainsi à la sortie secondaire du transformateur. Le fil neutre qui sort de mon disjoncteur ici, je vais l'amener directement sur le A2 de mon contacteur, c'est-à-dire le fil qui sort de mon disjoncteur Q3. C'est mon fil gris qui est ici. Je l'amène directement sur le A2 de mon contacteur. Le fil phase, qui est mon fil marron, je l'ai amené directement à l'intérieur de mon commutateur sur la connexion 3. Vous voyez ici. À la sortie 4 de mon commutateur, je vais directement sur le A1 de mon contacteur, c'est-à-dire ici. Je vais faire le test. Mon disjoncteur moteur A1, ma lampe ne s'allume pas. C'est normal, comme je l'ai dit précédemment, pour faire allumer ma lampe, il faut que la bobine du contacteur soit enclenchée. Or là, ce n'est pas le cas. Mon contacteur attend l'ordre de l'enclenchement. Si je regarde mon schéma, dans notre configuration actuelle, les contacts de puissance de mon contacteur sont ouverts. Ils attendent l'ordre que la bobine du contacteur soit actionnée. C'est-à-dire, ils attendent l'ordre qui vient d'ici. Pour que le courant arrive jusqu'ici, il faut que je ferme mon disjoncteur Q2. C'est-à-dire disjoncteur primaire transfo. Ensuite, il faut que je ferme également mon disjoncteur Q3, qui est mon disjoncteur secondaire transfo. Toujours rien au niveau de ma lampe, ce qui est tout à fait normal, car le courant est arrivé jusqu'ici. À présent, je mets mon commutateur en position 1. Vous constatez que ma lampe s'allume. Pour résumer cette partie, la tension de la bobine d'un contacteur ne dépend pas de la tension au niveau de la partie puissance du contacteur. Ce sont deux choses différentes et l'enclenchement des contacts de puissance du contacteur dépendra de l'état de la bobine, 0 ou 1. Maintenant, concernant les contacts de commande sur le contacteur. Dans la plupart des cas, sur un contacteur, vous allez trouver un contact NO normalement ouvert et un contact NC normalement fermé. Sur le contacteur, vous les voyez ici, normalement ouvert qui est le 13 entrée et 14 sortie. Le contact normalement fermé qui est 21 l'entrée et 22 la sortie. Suivez bien cette étape car c'est important de comprendre le fonctionnement. Ce qui veut dire que si je prends mon schéma, chaque contact est indépendant. Ce qui signifie que sur le contact 13-14 par exemple, je peux mettre une tension 24 volts. Et sur le 21-22, je peux mettre une tension 230 volts alternatif. On fera l'exemple après. Par contre, ces contacts sont dépendants de la bobine du contacteur. C'est-à-dire, sur chaque état de la bobine on ou off, les contacts changeront d'état également. Cela est valable aussi pour les contacts de puissance que je viens de préciser précédemment. Par contre, ces contacts de puissance-là sont dépendants de la bobine du contacteur. Si la bobine est actionnée, c'est-à-dire à 1, mes contacts de puissance se ferment. Et mon contact 13-14
13-14 se ferme aussi. Par contre, mon contact 21-22 s'ouvre. Si la bobine du contacteur est à 0 par exemple, cette fois-ci, mon contact 21-22 se fermera. D'où la présence de ce trait qui est ici. Si la bobine de mon contacteur est à 0, c'est le voyant rouge qui s'allumera et mon voyant blanc reste éteint. Par contre, si la bobine du contacteur est enclenchée, c'est mon voyant blanc qui s'allumera et mon voyant rouge reste éteint. Vous constatez qu'ici, mon voyant est pris sous mon contact 21-22 en normalement fermé. Je l'ai alimenté en 230 volts et mon voyant blanc est pris sous mon contact 13-14, qui est mon contact normalement ouvert, est alimenté en 24 volts alternatifs. Je vais faire le câblage pour que vous puissiez bien comprendre. Pour le câblage, c'est très simple. Ici, je viens de rajouter mon voyant rouge et mon voyant blanc. Pour bien comprendre les choses, mon voyant rouge qui est ici, vous le trouvez ici, il est pris sous mon contact 21-22. Ce voyant rouge, il sera en 230 volts. Et mon voyant blanc qui est ici, il est au-dessus, il est pris sous 13-14. Il est alimenté en 24 volts AC. Concernant les fils, ici, j'ai mon fil gris qui est le neutre pour mon voyant blanc et le fil marron qui sort directement de mon voyant. Et mon fil blanc qui est ici, qui est le neutre de mon voyant rouge. Et ce fil-là, c'est mon fil noir qui est ici. Pour mon voyant rouge, la phase qui vient de mon disjoncteur qui est ici, qui est là, je l'amène directement sur le 21 de mon contacteur. À la sortie 22 de mon contacteur, sur mon voyant rouge qui est ici. Dans notre cas qui est ici, c'est mon fil noir qui est là. Et le neutre qui vient du disjoncteur, il va directement sur mon voyant rouge. C'est-à-dire, ce fil blanc qui vient de mon voyant rouge, il va directement sous mon disjoncteur. Comme je l'ai dit, mon voyant rouge est alimenté en 230 volts. Pour mon voyant blanc en 24 volts alternatif, c'est le même principe de câblage. La phase qui vient de mon disjoncteur secondaire transfo, je l'amène sur la connexion 13 de mon contacteur. Et à la sortie 14, je vais sur mon voyant blanc. Le neutre qui vient de mon disjoncteur Q3, je l'amène directement sur mon voyant blanc. Petite astuce, dans le cas où vous auriez ce genre de contacteur avec ce mode de cage, comme ici, il est important de mettre le fil dans le sens de serrage. C'est-à-dire, si je veux visser sur ma connexion 13 qui est ici, par exemple, je mets mon fil sur le côté droit, dans le sens du serrage. Pareil, si je veux visser sur la connexion 14 qui est ici, je mets mon fil sur le côté gauche de la cage, dans le sens du serrage. Pourquoi faire cela? Normalement, à chaque enclenchement ou déclenchement, le contacteur vibre. Pour éviter que les fils soient desserrés, il est préférable de les mettre dans le sens de vissage. Maintenant, je vais passer au test. Je vais mettre mes protections à 1. Ici, vous constatez que mon contacteur est à 0, donc mon voyant rouge est allumé. C'est normal car il est pris sur le contact normalement fermé. Maintenant, je vais mettre mon commutateur à 1. La bobine du contacteur est enclenchée. De ce fait, mon voyant blanc qui est sur mon contact normalement ouvert est allumé et mon voyant rouge est éteint. De plus, mes contacts de puissance se sont fermés, ce qui fait que la lampe qui est ici est alimentée également. J'espère que vous avez bien compris le principe du contacteur. Sur un contacteur, vous pouvez aussi ajouter d'autres contacts additifs ou auxiliaires. Vous pouvez ajouter un contact auxiliaire comme ici, par exemple, un contact auxiliaire 4 contacts ou un contact auxiliaire temporisé.
Cela dépendra vraiment de l'utilisation que vous voulez en faire. Pour le montage, c'est très simple. Pour cette gamme-là, j'enlève ce capot et je fais glisser mon contact auxiliaire jusqu'à ce que j'entende un clic. Pour les contacts auxiliaires, ils dépendront également de l'état de la bobine, comme ce qu'on a vu précédemment sur les contacts normalement fermés et normalement ouverts. À la sortie de mes contacts de puissance, par exemple, je peux aussi mettre un relais thermique, comme sur ce contacteur. Sur un contacteur, vous pouvez aussi mettre un module antiparasite, comme ici. Je pense que plus tard, je vous ferai pas mal de vidéos sur les possibilités de ce qu'on peut faire avec ce genre de produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'il y a autre chose que je n'ai pas mentionné dans la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.